YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour une vidéo qui sera donc une vidéo historique puisqu'on part sur un moment d'histoire. Vous avez pu le voir la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que je n'avais pas internet avec la tempête qui est passée par chez nous, et ben il n'y avait plus rien du tout. Mais cette semaine je vous retrouve et comme vous l'avez vu dans le titre et même dans la miniature, on va parler d'un moment de l'histoire américaine puisqu'on va parler de la tribu amérindienne des Osages. Dans cette vidéo, on va pouvoir retracer l'histoire de la tribu Osage avec leurs origines et tous les événements qu'ils ont subis avec les influences donc des colons, etc. Et on va en venir jusqu'aux événements qui ont eu lieu dans les années 1920 et toute cette histoire autour de la découverte du pétrole. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est tout simplement le film, le dernier film de Martin Scorsese qui est donc Killers of the Flower Moon, qui est sorti il y a pas très longtemps, que je suis allée voir au cinéma et que j'ai adoré, et je connaissais absolument pas la tribu Osage et j'ai trouvé ça super intéressant. Si vous avez déjà vu le film, vous savez un peu ce qui se passe donc, dans ces événements, mais là on va remonter bien plus et on va s'intéresser beaucoup plus à la tribu en elle-même et à toute son histoire, à tout ce qu'il y a eu derrière, parce que croyez-moi que c'est une histoire assez chargée. Donc sans plus tarder, on passe directement à la vidéo. Les Osages, c'est une tribu d'Amérindiens qui vit aux États-Unis dans le comté d'Osage en Oklahoma, mais il faut savoir que ce n'a pas toujours été le cas. C'est leur dernière région en fait d'habitation, mais bien sûr, durant toute leur histoire, ils ont énormément bougé, forcés ou volontairement, ils ne sont pas toujours restés au même endroit. Les Osages descendent de peuples d'Amérique du Nord qui sont installés aux États-Unis depuis des milliers d'années, et au regard de leurs traditions et de leur langue, on peut remonter à une région qui serait donc la région en fait de leurs origines en fait, qui serait donc la région de la vallée de la rivière de l'Ohio. Pour parler un peu rapidement des traditions et de la manière de vivre de la tribu Osage, il faut savoir que c'est une culture qui est traditionnelle des Indiens des plaines, et que donc il se base sur l'agriculture villageoise, mais aussi sur la chasse nomade des bisons, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs troupes parfois qui pouvaient partir pour des jours pour chasser le bison, et c'est donc une culture qui est assez traditionnelle et qui est typique en fait des Amérindiens, enfin des Indiens des plaines notamment. À une certaine période de leur histoire, en fait, ils ont été forcés de migrer, puisqu'à l'origine donc ils étaient donc vers l'Ohio, mais ils ont été forcés de migrer vers l'ouest, notamment à cause du manque de gibier, mais aussi et peut-être surtout à cause des conflits qu'il y avait avec une autre tribu qui est très connue, une tribu amérindienne, qui sont les Iroquois. C'est une tribu qui est hyper connue, je pense que franchement dans les tribus les plus connues d'Amérindiens, elle arrive très haut dans le classement. Les Iroquois, parce que donc en fait il y avait quand même beaucoup de conflits entre les tribus. Ça ressemble un peu en fait au clan des Highlands, plus ou moins. Attention, mais voilà, beaucoup de guerres entre tribus qui font que ils ont été chassés de leur endroit d'origine. Les Osages ont été chassés avec 5 autres tribus qui se voient donc obligées de migrer vers l'ouest, et en fait une fois qu'ils sont dans ce fameux ouest, ils décident de se séparer, donc les 5 tribus se séparent, et c'est là que les Osages vont s'installer et vont créer des villages sur la rivière Osage, donc d'où le nom de Osage. C'est donc à ce moment-là qu'ils atteignent leur territoire dit historique en fait, et qu'ils vont commencer gentiment à se développer en construisant des villages et en affirmant leur culture et leurs traditions. Les villages des Osages, ils sont pas composés de tipis comme on pourrait le croire, parce que c'est vrai qu'on a cette image des Amérindiens qui vivent dans des tipis, mais en réalité ils vivent dans des maisons assez longues recouvertes de peaux d'animaux, et qui étaient toutes formées en un cercle en fait, au milieu duquel il y avait un espace pour les danses et pour les rituels. Et c'est aussi là donc, que se passaient parfois les conseils donc des hauts placés de la tribu, on va dire, qui donc se regroupaient là pour discuter de tout un tas de choses. Les tipis, eux, il y en avait, bien sûr, ce n'est pas juste une légende, mais ils étaient utilisés simplement dans des configurations en fait où les Indiens devaient bouger. Donc par exemple, comme j'ai dit pour la chasse, le gibier, enfin pour aller chasser le bison, ils se déplaçaient et en fait ils montaient ces tipis un peu comme nos tentes à nous en fait aujourd'hui. Le quotidien des Osages, il était énormément rythmé par les rituels religieux, puisque donc ils avaient vraiment, enfin
On le sait, hein, les Indiens avaient leurs propres croyances, liées surtout donc, au soleil, à la terre, etc. Pas du tout un dieu comme dans les religions monothéistes d'aujourd'hui, mais plusieurs forces en fait qui constituaient leurs croyances. Donc toutes ces croyances rythmaient vraiment la vie entière des Osages, puisque parmi eux on retrouve la coutume notamment dès la naissance en fait de raconter au nouveau-né l'histoire de la création de l'univers à chaque bébé qui naît dans la tribu. Donc les terres historiques des Osages se situent donc sur la rivière Osage, où ils s'installent donc au XVIIe siècle dans l'actuel Missouri, et ils resteront dans cette région jusqu'au début du 19e, après qu'ils aient cédé leurs terres aux Américains, mais ça j'y viens plus tard, parce que là va entrer en compte donc toutes les influences coloniales qu'ils ont pu avoir, mais en tout cas ils resteront là, donc un paquet de dizaines d'années même quand même. Et donc quand je dis qu'ils vont commencer à avoir des relations avec les colons, ça commence d'abord en 1690 quand ils se mettent à avoir des chevaux. Parce que le cliché des Indiens qui montent des chevaux, etc., c'est pas vraiment réel en fait, ça reflète pas vraiment la réalité, puisqu'en réalité ils ont découvert le cheval assez tard et surtout grâce aux colons qui sont venus des siècles avant et qui les ont envahis. Donc ils adoptent cet animal qui s'avère très très pratique au quotidien, et en fait c'est dans leur volonté d'en avoir encore plus qu'ils vont commencer en fait une relation commerciale avec les colons français. Alors, je l'ai dit précédemment, mais il y a énormément de conflits entre les tribus. Et en 1750, ils se battent énormément contre plusieurs autres tribus qui sont autour, et c'est vrai que les Osages veulent asseoir leur domination. Ils y arrivent d'ailleurs, puisqu'ils le font sur plus de la moitié du Missouri, l'Arkansas, l'Oklahoma et le Kansas, et ce pendant plus de 150 ans. Donc pendant plus de 150 ans, ils sont les plus puissants, personne n'arrive à les battre en fait dans cette partie-là, et ces combats en fait entre tribus permettent toujours d'asseoir encore plus leur domination. À l'ouest de l'Oklahoma, ils dominent vraiment la région avec trois autres tribus qui sont les Kiowas, les Comanches et les Apaches. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, voilà, c'est ces quatre tribus-là en fait avec les Osages qui dominent réellement l'ouest de l'Oklahoma. Comme je l'ai dit précédemment, ils entretiennent une relation qui va durer assez longtemps avec les colonisateurs français, une relation basée sur le commerce plus spécifiquement. Et en fait, dans la première moitié des années 1720, les Français vont profiter en fait de cette confiance et de cette alliance qu'ils ont pu créer avec les Osages pour construire notamment le Fort Orléans sur leur territoire. Donc ils vont pousser encore plus loin cette relation en envoyant même des missionnaires jésuites pour tenter de convertir les Osages. Les colonisateurs européens ont fait ça absolument tout le temps, c'est-à-dire le but de propager leur culture et de convertir un maximum de personnes pour les avoir comme alliés et pour évangéliser les nouvelles terres en fait. Des missionnaires vont jusqu'à apprendre leur langue pour s'attirer les bonnes grâces des membres de la tribu, et ça fonctionne plus ou moins parce qu'il n'y en a pas non plus des masses qui se convertissent. En fait, une faible partie se convertit et ça restera jusqu'à pas mal d'années après. Cette relation avec les Français elle est assez privilégiée, et les Américains vont bientôt rentrer en jeu, notamment dans le contexte d'affrontements entre tribus, donc les Osages qui se mettent à attaquer d'autres tribus. Et en fait les Osages sont particulièrement puissants, comme je l'ai dit avant, ils contrôlent quand même pas mal de... Enfin, ils ont une autorité sur pas mal de régions, sur pas mal de parties même de la région dans laquelle ils sont. Pour aller à l'encontre des Osages, les Américains vont fournir des armes aux autres tribus donc qui se font attaquer, et ils vont donc tenter de stopper les Osages. En 1807, il y a deux tribus donc, qui ont été aidées par les Américains pour attaquer les Osages, qui attaquent donc la tribu Osage et qui fait 3 morts. Les Osages vont immédiatement blâmer les Américains pour ces pertes, mais ils ne vont pas pour autant riposter, ils vont se laisser convaincre en fait de ne rien faire. En fait, ils ne vont pas juste ne rien faire, puisqu'ils vont aller jusqu'à collaborer avec les États-Unis, et en fait, ils vont faire du commerce ensemble, puisque les Osages vont finir par céder leurs terres aux États-Unis, enfin une partie de leurs terres aux États-Unis, mais ce n'est pas sans contrepartie non plus. En échange de ce don aux États-Unis, ils reçoivent des terres pour établir une réserve, ainsi que des fournitures
pour les aider à développer leur agriculture et les aider à s'adapter à une culture qui est plus sédentaire. Parce que là, donc, il y a une culture dans la culture osage qui est quand même sédentaire plus ou moins, mais aussi beaucoup nomades. Et là en fait ils veulent entièrement s'adapter à la culture en fait qui est une culture occidentale principalement. Et pour pouvoir se fondre plus dans le décor et pour pouvoir mieux négocier également aussi et prendre du pouvoir par rapport aux colons. Donc d'abord ils sont transférés dans une réserve du sud-est du Kansas. Cette réserve, elle est appelée Osage Diminished et c'est là-bas notamment que la ville d'Independence va se développer tout simplement. Et alors, même si en se mettant de manière plus sédentaire, ils se rapprochent plus ou moins de la culture américaine, de la culture européenne de manière générale, ils vont quand même s'affirmer en rejetant systématiquement cette culture américaine qui les envahit, et en conservant quand même beaucoup de leurs traditions et de leur propre culture aussi. C'est-à-dire qu'ils continuent de porter leurs vêtements traditionnels, et ça pendant longtemps, parce que même dans le film Killers of the Flower Moon, on peut le voir ça, qui portent toujours leurs habits traditionnels et qu'ils ont toujours même leur propre culture au niveau de leur propre religion, etc. Ils ont toujours cette culture qui leur est propre et ils continuent d'affirmer cette identité et ils continueront pendant très longtemps. Ils continuent également aussi de construire leur maison de manière tout à fait traditionnelle, sans être trop influencés non plus par la méthode américaine, la méthode européenne de manière générale. Dans cette réserve, on leur envoie bien sûr des membres du clergé de l'église protestante, mais aussi des membres des missionnaires de l'église catholique, puisque l'église catholique en profite aussi pour envoyer ses propres personnes, qui sont bien sûr là-bas pour essayer de convertir un maximum de gens. Entre 1837 et 1838, ils traversent une période qui est très compliquée et qui va grandement les affaiblir tout de même, puisque c'est une période où les Indiens vont souffrir d'une pandémie de variole et ils vont avoir énormément de pertes en fait de leur côté, puisque bien sûr, avec la colonisation, les Européens amènent des maladies qui n'existaient pas là-bas et des maladies dont les Européens pouvaient guérir, et les Indiens au contraire ne guérissent pas, et en plus là la variole, je crois que personne n'en guérissait vraiment, en fait c'était mortel à l'époque, et la tribu Osage ne fait pas exception et est malheureusement victime de cette maladie. Pendant cette période, l'église catholique va être la seule à rester aux côtés des Osages et ça va créer un lien spécial, une alliance spéciale entre l'église et le peuple Osage, puisque ils vont voir le soutien que l'église leur apporte sans pour autant qu'ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils sont reconnaissants, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont tous se convertir au catholicisme. Donc cette terrible période passe, et en fait c'est plus tard que les Osages vont devoir déménager dans ce qui est devenu l'Oklahoma aujourd'hui. Et en 1843, donc ils s'installent et ils décident de demander au gouvernement d'envoyer des jésuites pour éduquer leurs enfants. Et c'est ainsi en fait qu'en demandant cette aide, ils vont créer le plus ancien système scolaire du Kansas, puisqu'ils créent des écoles pour filles, pour garçons, il me semble. Et en fait, ils mettent tout un système d'éducation en place qui fait que ce sont les premiers à le faire. Le 15 juillet 1870, on a un événement qui est assez important et qui va être surtout important pour la suite, puisque c'est après la guerre de sécession, donc voilà, c'est une grosse guerre qui a marqué l'histoire des États-Unis. Et à ce moment-là, le traité de Dumb Creek est adopté. Ce traité, il prévoit que le reste des terres Osages, qui étaient donc au Kansas, soit vendu, et le produit de cette vente serve en fait à déplacer les Osages dans le Cherokee Outlet, et donc en fait les Osages vont acheter leurs propres terres, et ça va être important pour la suite, vous allez le voir. Parce que donc en achetant leurs propres réserves, comme ça en achetant leurs propres terres, les Osages, ils conservent beaucoup plus de droits sur leurs terres que d'autres tribus d'Amérindiens qui n'ont pas eu cette chance. Et ils vont établir dans cette réserve 4 villes notamment qui sont assez connues. On a Pawhuska, Hominy, Fairfax et Grey Horse. Et alors Fairfax, c'est la ville qui est dans le film Killers of the Flower Moon, qui est donc la ville où se déroule toute l'action du film, donc si vous l'avez vu, vous connaissez sûrement.
encore une fois, s'ensuit un épisode encore une fois extrêmement tragique pour les Osages, puisque lors de la dépression des années 1870, les Osages ne vont pas recevoir la totalité de leur rente et ils vont en subir grandement les conséquences, puisque en fait le gouvernement ne peut pas, avec cette dépression, ne peut pas fournir les rations nécessaires, et donc les Osages vont être grandement en manque de nourriture, puisqu'ils sont victimes aussi du fait que beaucoup d'intermédiaires en fait veulent faire des profits en limitant les approvisionnements aux Amérindiens ou en leur fournissant de la nourriture de très mauvaise qualité, ce qui fait qu'en fait il y a énormément d'osages qui vont mourir de faim. Et à la fin de cet épisode de dépression, on constate une baisse de 50% de la population osage. Sauf que ces épisodes assez tragiques qu'ils ont pu vivre ne vont pas s'arrêter là, puisque ils vont faire une découverte qui est celle du pétrole et qui va leur amener énormément de problèmes. En 1894, il y a de très grandes quantités de pétrole qui sont découvertes sur leurs terres, donc dans leurs prairies, et ça va être un cadeau empoisonné en quelque sorte, puisqu'ils vont très vite devenir très riches. Puisque donc dans le cas d'exploitation, on a un certain Henry Foster qui lui travaillait dans le développement de la production du pétrole au Kansas, qui va approcher le Bureau of Indian Affairs pour demander des privilèges pour pouvoir explorer la réserve des Osages à la recherche de pétrole et de gaz naturel. Foster va malheureusement décéder quelques temps après, et c'est son frère Edwin qui va prendre la relève en quelque sorte. Et suite à ça, c'est le 16 mars 1887 que la demande va aboutir, à condition que Foster, donc qui va exploiter tout ce pétrole et tout ce gaz naturel qui sont sous les plaines des Osages. Donc cette condition, c'est que Foster doit payer 10% aux Osages sur toutes les ventes qu'il va pouvoir faire. Ça va faire des Osages les personnes les plus riches du monde à ce moment-là. Les Amérindiens vont en plus de ça apprendre à négocier avec les Américains, et c'est en 1907 qu'ils vont réussir à conclure un accord qui va faire qu'ils peuvent conserver leurs droits miniers sur leur propre terre, donc leur propre terre de leur réserve. Et ça va faire aussi que donc les redevances vont considérablement augmenter leur richesse. Comme je l'ai dit, ils font partie en fait des personnes les plus riches du monde à ce moment-là, donc en 1920. Et pour cause, puisqu'en 1923, on estime que les Osages perçoivent plus de 400 millions de dollars actuels. Voilà, par rapport au dollar actuel, ça ferait 400 millions. À l'époque, c'était moins en chiffres, mais ça valait la même chose. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et bien entendu, tout cet argent qu'ils perçoivent vont forcément attirer les jaloux, et notamment les blancs, qui vont venir en masse pour essayer de tirer parti aussi de toute cette richesse que les Osages se font. Donc, ils épousent des membres de la tribu quand c'est pas carrément leur fortune qu'ils gèrent tout court. Puisqu'en effet, le gouvernement a déclaré en 1921 par un décret que certains Osages étaient incompétents, et donc en fait c'est une sorte de tutelle qu'ils mettent en place sur les natifs qui sont jugés incapables de gérer leur propre argent, et ils se voient attribuer un gardien blanc. Cette situation, on la voit énormément dans le film de Martin Scorsese, je vous invite vraiment à aller le voir si cette histoire vous intéresse. Mais c'est vrai que voilà, il y a certains Osages qui sont considérés inaptes, et donc c'est une sorte de banquier qui les autorise ou non à chaque fois, à chaque dépense qu'ils font, à leur donner ou pas l'argent, et ils peuvent décider comme ça si ils estiment que l'achat est raisonnable ou non. C'est dans ce contexte des années 1920 que de 1921 à 1925, c'est plusieurs dizaines d'Osages qui vont être assassinés pour hériter, pour que les blancs puissent avoir accès à l'argent. Et dans le film, c'est la famille de Molly Kyle Burkhart qui est mise en scène et qu'on voit beaucoup plus. Et c'est en effet une des familles qui a été particulièrement touchée dans toute cette affaire, puisque là, je vais vous spoiler un petit peu parce que donc c'est les événements qu'on voit dans le film, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. Puisqu'en effet, on a la sœur de Molly, Anna, qui est assassinée d'une balle. Sa mère Lydie va mourir quelques temps plus tard et on soupçonne grandement un empoisonnement.
Et Rita, qui est une autre sœur d'Anna, va décéder avec son mari dans une explosion en 1923. On a aussi un autre de leurs cousins éloignés qui va mourir d'une balle dans la tête. Et Molly elle-même échappe de peu à un empoisonnement par son mari. Il faut savoir qu'en tout, c'est au moins 60 personnes qui vont mourir, 60 osages qui vont mourir, en sachant qu'il y a aussi d'autres morts suspectes qui n'ont simplement pas fait l'objet d'enquête, mais des morts, donc ça veut dire qu'en fait le compte serait en tout cas bien plus élevé que 60, puisqu'il y a plein d'autres morts en fait qui ont juste pas été retenues dans le cadre de toute cette affaire de meurtre pour hériter à chaque fois des parts que la famille avait dans le pétrole. Il y a une enquête sur toute cette affaire qui est finalement ouverte par J. Edgar Hoover, qui est un agent du FBI, donc à l'époque ça s'appelait pas FBI mais BOI, donc Bureau of Investigation, BOI quoi. Et c'est un important homme local blanc qui va finir par être arrêté, qui est donc William Hale. Et William Hale, c'est l'oncle du mari de Molly qui s'appelle donc Ernest, qui lui aussi trempé dans toutes ces affaires. Ernest qui est joué dans le film par Leonardo DiCaprio et William Hale qui est joué par De Niro. Fort heureusement, ces deux hommes vont être condamnés à la perpétuité, mais il faut savoir que c'est pas le cas de toutes les personnes impliquées dans ces meurtres, puisqu'en fait ce seront quasiment que les seules personnes qui vont être condamnées, puisque toutes les autres qui ont pu être impliquées dans d'autres meurtres ne vont pas être trop inquiétées dans ce sens-là. Dans l'après-meurtre, en fait, il y a eu encore l'exploitation du pétrole des ossages en fait, qui a été faite. Et il y a des multinationales à l'époque qui donc exploitaient, qui sont encore en activité aujourd'hui. Et dans les années 60, tout ce pétrole a notamment été à la source de la fortune de Koch Industries, qui a été accusé d'avoir arnaqué et détourné énormément d'argent pour un total de près de 6 milliards de dollars en lien donc avec toute cette affaire de pétrole. C'est une arnaque qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Cependant, il y a toujours des choses qui se passent autour de cette entreprise, puisque Koch est aujourd'hui accusé de continuer de déverser des déchets toxiques dans les rivières et les réserves d'eau de la tribu Osage, donc en empoisonnant en fait la population Osage tout simplement. Et c'est le chef actuel des Osages, donc qui s'appelle Geoffrey Sanding Bear, qui lutte aujourd'hui pour faire connaître sa vérité en s'opposant au bureau des affaires indiennes qui est en charge donc de toutes les réserves. Et en fait, lui, vraiment, il se bat pour que ce soit reconnu et pour que Koch soit enfin condamné et que cet empoisonnement, en fait, s'arrête tout simplement. En 2000, les Osages ont également poursuivi le gouvernement fédéral en disant qu'ils n'ont pas payé les redevances qu'ils leur devaient. Et en fait, cette affaire, elle va se prolonger jusqu'en 2011. Et en 2011, ils vont finalement toucher l'argent qu'ils devaient toucher en touchant 380 millions de dollars. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a environ un quart des droits d'exploitation qui sont détenus par des non-osages, alors qu'à la base, ça aurait pas dû être le cas. Mais c'est encore le cas aujourd'hui, il y a encore ces injustices-là. Bon, finalement, aujourd'hui, ce gisement qui a été à la source donc, de tous ces drames pour la communauté osage, c'est finalement en majorité tari. Et aujourd'hui, on peut dire que le montant des royalties n'atteint que quelques milliers d'euros, donc c'est rien comparé à ce qu'il a pu être dans les années 1920 notamment, mais voilà où en est cette histoire autour du pétrole aujourd'hui et autour des Osages de manière générale. Pour finir donc sur l'histoire des Osages, certains membres aujourd'hui vivent encore en Oklahoma, donc sur leurs terres historiques, mais force est de constater qu'ils sont toujours victimes d'injustice et de grands drames, puisque là, aujourd'hui visiblement ce serait l'histoire d'empoisonnement, mais comme ça a pu être d'autres à travers le temps. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai vraiment adoré l'affaire, j'avais adoré l'histoire avec le film de Martin Scorsese que je vous invite encore une fois à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Si vous l'avez vu, j'aimerais beaucoup voir vos avis dans les commentaires parce que je sais que c'est des avis qui sont assez mitigés la plupart du temps, mais moi j'ai énormément aimé en tout cas. Même s'il est un peu long, 3h30, c'est vrai que c'est pas mal long. Mais franchement,
l'histoire est super intéressante et je trouve qu'elle met en lumière sur un sujet dont on parle pas assez. Je ne connaissais pas du tout cette histoire avant de voir le film et je la trouve super intéressante. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!